10 ans après son assassinat brutal à Sirte, les archives du défunt guide libyen, cachées dans des coffres scellés par le renseignement de l'armée tchadienne, venaient d'être récupérées à la frontière entre le Niger et la Libye par un groupe de rebelles Touaregs pro-Traoré. Ces documents révélaient un plan inachevé, une vision panafricaine qui avait coûté la vie à Kadhafi. Et maintenant, ce plan refaisait surface, entre les mains de celui que les médias occidentaux commençaient à appeler « le nouveau lion de l'Afrique ». Traoré reposa la lettre lentement. Elle portait les derniers mots de Kadhafi à l'Afrique, rédigés quelques jours avant sa capture. « Si je tombe, que l'Afrique sache que je suis mort pour elle. » Un autre se lèvera, plus jeune, plus libre, plus déterminé. Ces mots résonnaient dans la tête du capitaine. Il avait lu l'histoire de Kadhafi, étudié ses discours, ses erreurs, ses alliances trahies, ses ennemis invisibles. Ce qui se dressait devant lui n'était pas qu'un combat pour le Burkina. C'était une croisade contre le destin qu'on imposait aux leaders africains dès qu'ils osaient dire non. Son conseiller rapproché, le colonel Sana, entra discrètement dans la pièce, les traits tirés. « Capitaine, l'ambassadeur français demande une audience. Il est pressant. » Traoré leva les yeux, et dans le silence pesant, il dit « Dis-lui que l'Afrique n'est plus pressée de recevoir ses anciennes chaînes. Il peut attendre. » Sana esquissa un sourire nerveux. La tension avec la France était à son paroxysme. Les dernières bases françaises avaient été démantelées, les convois militaires renvoyés sans escorte. Et depuis quelques jours, des drones rôdaient de nouveau dans le ciel burkinabé. L'ombre d'un sabotage ou d'une intervention se dessinait lentement. Mais ce soir, Traoré n'en avait cure. Il avait rendez-vous avec l'histoire. À plus de 3000 km de là, à Langley, en Virginie, les écrans de la CIA diffusaient en direct des images satellites d'un convoi burkinabé traversant une piste sablonneuse dans le nord du pays. Les agents analysaient chaque détail, véhicule, visage, mouvement. Il bouge plus vite que prévu, lâcha l'agent Blake. Et il est plus malin. Il n'utilise aucun moyen de communication traçable. On n'a que des images muettes. Le problème, c'est que ce gamin commence à rassembler les morceaux laissés par Kadhafi. Il sait. Et s'il relance le projet de la monnaie africaine, la panique va s'installer à Paris, puis à Bruxelles. Il faut agir. Dans une pièce isolée du Pentagone, un général américain tapota la table du doigt. Il regardait une photo du capitaine burkinabé, prise lors d'un sommet militaire. Puis, à côté, une autre photo. Celle de Kadhafi, encerclé par les rebelles, quelques heures avant sa mort. Le parallèle était troublant. Il est jeune. Il croit encore qu'il peut changer les règles du jeu, soupira-t-il. Comme Kadhafi à 27 ans. Et vous savez comment ça s'est terminé, monsieur. Justement. Il faut éviter une répétition. Ou, si elle doit avoir lieu, qu'elle soit brève. De retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunissait son cercle restreint autour d'une carte de l'Afrique. Chaque point rouge représentait une base de l'Africom, le commandement militaire américain sur le continent. Autour de lui, des officiers, des analystes géopolitiques, et des membres du renseignement malien, nigérien et centrafricain. Il nous encercle, dit Traoré. Kadhafi l'avait compris trop tard. Il croyait encore pouvoir négocier avec ceux qui ont déjà signé son arrêt de mort. Et vous, capitaine? Vous croyez quoi? Il leva les yeux. Moi, je ne négocie pas avec ceux qui veulent me voir tomber. Je prépare la contre-attaque. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Sur la table, un plan, une plateforme militaire commune entre pays sahéliens, avec une base autonome de drones, une monnaie d'échange numérique basée sur les ressources naturelles africaines, et un sommet secret entre les chefs d'État du Sahel pour relancer une idée enterrée par la mort de Kadhafi, les États-Unis d'Afrique. Mais le capitaine savait que chaque avancée allait provoquer une riposte. Déjà, des signes étaient là, attentats isolés, sabotage, tentative d'infiltration dans son entourage. Il n'avait qu'une certitude, l'histoire n'avait pas pardonné à Kadhafi son audace. Et si lui aussi devait tomber, il ne le ferait pas sans que le monde sache pourquoi. À Tripoli, une vieille femme en voile noir alluma une bougie devant une photo de Kadhafi. Elle murmura une prière, puis regarda une interview de Traoré sur sa tablette. Une larme roula sur sa joue ridée. Le lion a laissé un fils spirituel. Que Dieu le protège. Mais dans l'ombre, les puissances s'agitaient. Car lorsqu'un homme ose réveiller le rêve africain, c'est toute la structure du monde qui vacille. Et cette fois, le rêve de Kadhafi venait de trouver un successeur prêt à défier le destin.
Le vent sec balayait la cour intérieure du camp militaire de Pau, où Ibrahim Traoré avait convoqué une réunion ultra-secrète. Autour de lui, des figures atypiques se rassemblaient. Officiers burkinabés fidèles, chefs touaregs du Nord, stratèges venus discrètement du Mali et du Niger, et surtout, un homme dont la présence ne devait être connue de personne, un ancien proche de Kadhafi, un survivant du chaos libyen, aujourd'hui réfugié dans les souterrains du continent. Il se faisait appeler Tarek El Mansour. Tarek s'avança et posa une vieille carte roulée sur la table. Ce n'était pas une simple carte géographique. C'était un plan codé de ce que Kadhafi appelait l'Axe africain de libération, un réseau souterrain de coopération militaire, financière et culturelle destiné à affranchir l'Afrique de toute dépendance occidentale. Voici ce qu'ils ont détruit, dit Tarek d'une voix rauque. Ce réseau couvrait 22 pays. Il était prêt. Mais ils ont frappé trop tôt. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait de la Libye, répondit Traoré. Un pays fracturé, pillé, vendu. Et vous voulez que je réveille ça? Non, capitaine. Je veux que vous complétiez ce qu'il a commencé. Cette fois, avec l'expérience des erreurs passées. Un silence pesant s'installa. Puis Traoré acquiesça. Alors il faudra aller jusqu'au bout. Mais cette fois, l'Afrique ne sera pas seule. À Washington, le Conseil national de sécurité s'était réuni en urgence. Des rapports indiquaient une recrudescence de mouvements militaires coordonnés entre les pays du Sahel. Le nom de code, Tigre Noir, était utilisé dans les échanges cryptés interceptés par la NSA, un nom jamais vu auparavant, mais qui semblait inquiéter le directeur de la CIA plus que tout. Ce Tigre Noir, dit l'agent spécial Reeves, ce n'est pas un groupe. C'est un homme. Et d'après nos analystes, il pourrait bien s'agir du capitaine lui-même. Que cherche-t-il? Demanda un conseiller de la Maison-Blanche. La même chose que Kadhafi, unifier le continent. Mais avec moins d'or, et beaucoup plus de stratégie. Le président américain, assis au bout de la salle, fronça les sourcils. Et on laisse faire ça? Non, monsieur. Nous avons un plan. Et il commence avec une chose, le discréditer. Le lendemain, une série d'articles coordonnés furent publiés dans plusieurs médias occidentaux. Tous reprenaient un récit biaisé. Traoré serait en train de mettre en place une dictature militaire, isoler son pays, opprimer la presse. À Paris, certains journaux allaient plus loin, parlant de nouveaux Kadhafi dangereux, tandis que dans les couloirs du Quai d'Orsay, une cellule spéciale recevait des ordres de mission. Mais Traoré n'était pas surpris. Il s'y attendait. Ce qu'il n'avait pas prévu, en revanche, c'était l'appel du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le ton était direct. Ibrahim, j'ai lu ce qu'ils disent de toi. C'est ce qu'ils faisaient déjà à Thomas Sankara avant de le faire tuer. Sois prudent. Merci pour l'avertissement, répondit Traoré. Mais je ne changerai pas de route. Alors sache que tu n'es pas seul. Si tu tiens bon, l'Afrique du Sud t'ouvrira des canaux, discrets. Traoré esquissa un sourire. C'était une lueur d'espoir dans une mer de menaces. Dans l'ombre, les réseaux reprenaient vie. À Bamako, à N'Djamena, à Bangui, des cellules loyalistes se mettaient en marche. Le projet « Tigre Noir » visait 3 objectifs. Un système bancaire interafricain numérique, une armée conjointe contre-terroriste indépendante des puissances étrangères, et un réseau de diffusion médiatique panafricain. C'était du jamais vu depuis les années Nkrumah Kadhafi Sankara. Mais tout cela devait rester sous le radar, car les ennemis n'étaient pas que les grandes puissances. Il y avait aussi des traîtres au sein même du continent. Et ce que Traoré ignorait encore, c'était qu'un membre de son entourage, un officier burkinabé décoré, avait déjà été retourné par les services secrets occidentaux. Cet homme, discret, loyal en apparence, transmettait des données sensibles aux Américains. Un soir, dans une salle d'écoute à Dakar, une voix fut captée. Il prépare un voyage vers la frontière libyenne. Il veut retrouver un certain coffre, que Kadhafi aurait fait enterrer. Continue à nous informer. S'il trouve ce coffre, on agit. De retour à Ouagadougou, le capitaine se tenait devant une carte de l'Afrique du Nord. Son doigt glissa jusqu'à un point précis du désert, au sud de Sirte. Kadhafi a caché quelque chose là-bas. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas des armes. C'est une archive, une vérité. Son conseiller le regarda, inquiet. Capitaine, c'est trop dangereux. L'histoire est dangereuse, Sana. Mais si je ne vais pas au bout, je ne vaux pas mieux que ceux qui ont courbé l'échine avant moi. Et dans son regard brûlait désormais une seule chose, la volonté de faire plier le destin.
Le soleil se levait lentement sur le désert libyen. Une fine brume dorée dansait sur les dunes, comme si le sol même du Sahara retenait son souffle. Un convoi discret de 3 véhicules tout-terrain franchissait la frontière entre le Niger et la Libye. À bord du véhicule de tête, Ibrahim Traoré, en treillis beige sans insigne, scrutait l'horizon. Il ne venait pas pour faire la guerre, mais pour découvrir ce que Kadhafi avait laissé derrière lui, pas un trésor matériel, mais un legs politique et spirituel. Une prophétie inachevée. Le point GPS les mena vers une ancienne base souterraine abandonnée, enfouie sous une couche de sable et de silence. Les hommes de Traoré mirent des heures à dégager l'entrée. Lorsque le vieux bunker s'ouvrit enfin, une odeur d'archives, de métal et de poussière brûlée remonta à la surface. Au fond du tunnel, protégé par une dalle de béton, gisait un vieux coffre noir. À l'intérieur, des enregistrements, des lettres, des plans. Mais surtout, un document unique. Un traité. Le pacte de Sirte. Écrit de la main même de Kadhafi, le pacte réunissait les engagements confidentiels de plusieurs chefs d'État africains au début des années 2000. Tous avaient promis de soutenir un jour l'unification du continent, autour d'une seule monnaie, d'un seul passeport, d'une défense commune. Mais ils avaient tous reculé. Traoré tenait la l'arme la plus redoutable de l'histoire contemporaine africaine, la preuve que les dirigeants africains avaient trahi la vision panafricaine, ou y avaient secrètement adhéré sans jamais l'assumer publiquement. À son retour au Burkina, Ibrahim convoqua une réunion à huis clos avec ses plus fidèles alliés, le colonel Doumbouya de Guinée, Assimi Goïta du Mali, Brice Nguema du Gabon, et même des émissaires discrets venus de Tanzanie, d'Algérie et du Zimbabwe. Il déposa les documents sur la table et dit calmement : « Je suis allé jusqu'au bout de l'héritage de Kadhafi. Ce qu'il a laissé, ce ne sont pas des rêves. Ce sont des engagements. Des noms. Des signatures. Des plans. L'Afrique a déjà les fondations. Il nous revient de bâtir. » Un silence lourd s'installa. Doumbouya se leva le premier. « Je suis avec toi. Mais sache une chose, ce que tu t'apprêtes à faire, va faire trembler le monde entier. » « Alors que le monde tremble, » répondit Traoré. « Moi, je ne recule pas. » À Paris, Londres et Washington, les alertes rouges se multipliaient. Les satellites avaient repéré le convoi au retour du désert. Des documents avaient été interceptés sur le dark web, des extraits fuités du pacte de Sirte. Le G7 convoqua une réunion d'urgence. Les chefs d'État ne mâchaient plus leurs mots. Si ce Traoré déclenche une mobilisation autour de ses archives, nous allons perdre toute emprise sur l'Afrique, déclara sèchement un diplomate américain. Alors il faut agir. Discréditer. Saboter. Isoler. Et si nécessaire, éliminer. Un plan nommé Opérative Obsidian fut lancé dans l'ombre. Son objectif, infiltrer les cercles de pouvoir à Ouagadougou, semer la discorde entre Traoré et ses alliés, et surtout, empêcher toute publication du pacte. Les attaques numériques commencèrent, fausses vidéos, documents trafiqués, rumeurs de division entre officiers. La machine à discrédit tournait à plein régime. Mais Ibrahim Traoré avait prévu l'offensive. Il ne se contenta pas de riposter, il frappa le premier. Il convoqua un sommet secret à Ouagadougou, le sommet des héritiers. Les chefs de l'Alliance des États du Sahel, des délégués de pays stratégiques et des figures panafricanistes y assistèrent. Devant eux, il projeta l'intégralité du pacte de Sirte sur un écran géant. Silence total. Puis il dit : « Si l'Afrique avait suivi ce plan, elle ne compterait pas autant de bases militaires étrangères sur son sol. Elle aurait sa monnaie, sa force de dissuasion, son réseau de satellites. Mais on a tué Kadhafi. Et ils veulent me tuer maintenant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent ce regard. C'est le même que celui de Sankara. Le même que Nkrumah. Le même que Kadhafi. » Les participants se levèrent un à un. D'abord Goïta, puis Doumbouya, puis un ministre algérien, puis un diplomate rwandais. L'un après l'autre, ils jurèrent de réactiver le pacte. De le faire entrer dans la lumière. Mais pendant ce temps, dans l'ombre, un tueur à gages s'était déjà infiltré au Burkina Faso. Formé en Europe de l'Est, parlant plusieurs langues africaines, il opérait sous le nom de Code Mamba. Sa mission était claire, ne pas rater la cible. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'un message. Il devait frapper le cœur de la résistance. Traoré lui-même. Le jour de l'attentat, le capitaine donnait un discours dans un lycée militaire, lorsqu'une coupure de courant plongea l'endroit dans le noir. 3 tirs éclatèrent dans la confusion.
Des cris. Des pas précipités. Des agents surgissant de partout. Mais lorsque les lumières revinrent, Traoré était encore debout. Le tueur, lui, avait été capturé. Vivant. Interrogé plus tard dans un bunker sécurisé, le tueur révéla ce que peu de gens osaient croire. Il n'était pas seul. Ils étaient plusieurs, formés, coordonnés. L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de créer le chaos. De briser le mythe Traoré. Mais au lieu de s'effondrer, le mythe grandit. Traoré, s'adressant à la nation, déclara solennellement. Ils ont tué Sankara. Ils ont tué Kadhafi. Mais cette fois, ce ne sera pas pareil. Parce que cette fois, l'Afrique a les yeux ouverts. Et les rues de Ouagadougou rugirent. Ce n'était plus un simple capitaine. C'était une flamme. Un écho du passé devenu promesse d'avenir.